Bonjour. Donc, écoutez, j'ai l'honneur de débuter cet après-midi sur un sujet. J'espère que vous n'aurez pas une indigestion à la fin de ma présentation, puisque on va effectivement parler d'agriculture et d'alimentation. J'ai nommé ça, vous voyez, se nourrir qu'aura-t-on dans son assiette, en sachant que j'ai écarté tout ça. C'est-à-dire que quelles sont les conséquences finalement de ce plus 4 degrés qui est en rouge, vous voyez, sur la diapo, et aussi tous les autres éléments du changement climatique, de ces transitions multiformes et à multi-échelles, sur justement les formes d'agriculture et d'autre part sur l'assiette en elle-même, effectivement. Avant de commencer, une idée qui m'est venue à l'esprit à écouter la collègue ce matin, intéressant comme type de propos. J'aime bien parler aussi de commun, de bien commun pour l'élevage, mais ça je vous en parlerai pas, je n'aurai pas le temps. Mais quand on parle d'institutions internationales, par exemple, vous avez la FAO, donc l'Organisation internationale de l'alimentation, qui, dans son dernier rapport, mettait en avant le fait que, très bon résultat, il n'y a plus que 850 millions de personnes dans le monde qui ont faim. Voilà le bonheur. Je ferme ma parenthèse. On pourrait continuer sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on parle finalement, notamment d'alimentation, on parle de ça. Je vous rassure, je ne détaillerai pas. Mais il n'empêche que ça part du monde de la production à la transformation, et puis la distribution et la consommation. On a tout un univers qui existe derrière, des gros, des petits, des vertueux, moins vertueux, et on pourrait comme ça démultiplier les choses. Donc avoir toujours à l'esprit que justement, quand on parle alimentation et agriculture et alimentation, derrière, c'est la diversité qui prime. On est dans les logiques systémiques. On a un système, ça tourne en boucle d'une certaine manière. Je ne sais pas mis le schéma... les SAT, schéma alimentaire territorialisé, mais on est bien dans ces logiques de boucle. Et donc avec une diversité d'acteurs, et notamment dans les acteurs, vous voyez, se nourrir, c'est qui ? Vous êtes tous ce que les sociologues appellent des multicasquettes. C'est-à-dire qu'en même temps, vous êtes habitants, citoyens, contribuables, plus ou moins, consommateurs, je pense aux 1% les plus riches, consommateurs, éventuellement consommateurs et mangeurs. Donc déjà, à l'échelle individuelle, c'est à gérer finalement cette diversité dans la manière d'appréhender notamment son alimentation. Le tout autour de la consommation. C'est quoi la consommation alimentaire ? J'aurais dû mettre. Être raisonné et appliquer les principes de sobriété et d'efficacité du système dans sa globalité, de la fourche à la fourchette. Voilà l'objectif. C'est simple. C'est écrit en une seule phrase. Raisonner et appliquer les principes de sobriété. Ça devient compliqué, sobriété. Qu'est-ce qu'on met derrière ? Comment on peut... justement, aller vers. Et puis, je vous laisse le reste, nourricier. Le terme de nourricier monte en puissance. J'ai fait une conférence mardi dernier, c'était sur les villes nourricières. Donc le terme de nourricier monte en puissance, qui renvoie finalement à deux grandes idées. D'une part, qui fournit ou procure la nourriture, c'est là où on a le lien avec l'agriculture. Je ne parlerai que de l'agriculture, mais je suis aussi une spécialiste, j'ai fait beaucoup de recherches, il fut un temps, sur le monde agroalimentaire. On peut facilement aussi en parler. Et à l'autre extrémité, on a donc qui contribue à la nutrition. La nutrition, c'est vous tous.
comment vous vous nourrissez en réalité. Et donc ça permet de structurer le débat autour de deux grandes idées, transition agricole d'un côté, transition alimentaire de l'autre. Alors, transition agricole que je vais décliner en 3 parties. Volontairement, j'essaie d'aller vite. Je surveille ma montre. Protéger, vous voyez, le foncier agricole. On verra après pourquoi je démarre par le foncier en particulier. S'accommoder. Autour de nous, on n'a pas, finalement, de manière générale, en grande majorité, on est confronté à des systèmes agricoles ou alimentaires, entre guillemets, ordinaires. Donc comment on gère l'ordinaire, d'une certaine manière. Produire, quelles pratiques pour quels acteurs. Et concernant la transition alimentaire, s'adapter. Quelle résilience autour du fait alimentaire, en particulier. Et puis enfin, nourrir, pour quel public aussi. Alors, d'abord, cette transition agricole. Même chose, je vous laisse lire. On peut dire que, d'une certaine manière, pour un certain nombre de chercheurs, c'est ce passage entre des formes d'agriculture plutôt conventionnelles, même si ce terme de conventionnel recouvre vraiment toute une diversité de situations, vers des modèles qu'on a appelés alternatifs. Alors, alternatifs au conventionnel, avec comme idée que l'alternative devrait devenir la norme plutôt demain. Voilà un peu l'esprit qui existe. Et par rapport à cette logique, comment on y arrive justement à ce demain ? Deux types de trajectoires peuvent être mis en évidence. La première, vers un modèle, une modernisation écologique promue par un certain nombre de chercheurs, par exemple de l'INRAE, promue par les entreprises, les grandes entreprises de matériel agricole, par exemple, avec comme idée phare que grâce à la technologie, aux avancées de la technologie, de fait, on y arrive. Cette transition, elle passe par toujours plus de technologie. Et donc, je vous ai mis une belle photo, puisque commence à arriver dans les champs, notamment pour les légumes, des robots qui vont désherber, etc. Donc demain, on n'aura plus besoin de beaucoup de main-d'œuvre en agriculture. C'est bien, il y en a moins. On les remplace. C'est une solution qui peut être promue par certains. Et en parallèle, ce que je vous évoquais, donc des modèles plutôt agroécologiques qui vont plus prendre en considération notamment la dimension environnementale vers ce que Thierry Pouch a appelé des écoloculteurs. Avec bien sûr un focus notamment sur l'agriculture biologique, mais pas seulement, l'agroécologie plus à l'échelle planétaire. Alors, pourquoi parler du foncier ? Pas d'agriculture sans foncier, ou rarement. Le hors-sol, par exemple, dans les serres qu'il peut y avoir autour de Nantes, par exemple. Avec d'abord une diversité de mots. Quand on parle de terre, en fait, on utilise 3 termes pour la même zone, ce qui est en dessous de mes pieds. Le sol, pour les biologistes, les pédologues, etc., le sol, c'est avant tout, généralement, c'est 10 cm, 1 mètre, pour voir la nature du sol et éventuellement ce qu'on peut en faire. La terre des humains, ensuite. 17 définitions sur le mot, rien que pour le mot terre, dans le Larousse, ça laisse des perspectives, qui n'est pas avec comme idée que, mais c'est aussi là où on s'investit, on va travailler cette terre en particulier. Et le foncier, plutôt une idée des urbanistes ou des juristes
qui est finalement l'espace qu'on va s'approprier pour, je dirais, y mener une activité. Donc 3 termes qui renvoient chacun à une manière de penser finalement la même chose. Et Adrien Besléné, qui dans le cadre de sa thèse a travaillé justement sur l'alimentation des villes, et qui a mis en avant cette notion, cette idée de foncier nourricier de proximité. Demain, est-ce que le local va remonter en puissance ? C'est ça aussi un des enjeux de la discussion. Donc avec les terres, donc ces terres des humains de tout à l'heure, les terres qui sont avant tout considérées comme un patrimoine nourricier. Je vous ai mis, il faut 100 à 1000 ans pour constituer, qu'un sol se constitue sur 1 centimètre. Donc quand vous détruisez ce premier centimètre, vous pouvez vous dire que c'est définitif. Ça explique l'évolution d'un certain nombre de terres incultes progressivement à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France, dans tous les territoires en fait. Le territoire, c'est un peu comme ici, c'est l'intercommunalité par exemple. Ce territoire, c'est aussi un garde-manger diversifié. En fonction des territoires, vous avez accès plus ou moins facilement à une diversité de produits agricoles. Ici, on est plutôt dans des régions où il y a une diversité, encore que Cap Atlantique est plutôt orienté sur l'élevage. Et en fonction, Nantes, où j'habite, c'est particulièrement diversifié, Nord-Loire, Sud-Loire. Et dans ma région nord d'origine, on n'est pas exactement sur les mêmes modèles. Donc ça dépend véritablement des localisations. Et on ne va pas raisonner de la même manière selon qu'on soit dans le nord de la France ou dans l'ouest. Puisque ces 2 premiers critères n'ont pas exactement les mêmes éléments. Et enfin, un mimétisme intertemporel, un gros mot pour dire que finalement, on a souvent pour habitude de se réapproprier un certain nombre de choses, et donc c'est la racine qu'on va retrouver éventuellement. On parle de renouveau de l'agriculture. On parle de reterritorialisation, de relocalisation aussi des productions agricoles, voire de relocalisation du fait alimentaire. La part du local avec les exportations, par exemple. Donc on est dans ces logiques-là. Et quand on regarde Cap Atlantique, donc c'est une donnée, je vous en reparlerai après, que j'ai récupérée sur un site internet des greniers d'abondance. Vous voyez, quand on parle de se nourrir localement, quand on regarde les terres et l'occupation du sol localement, on se rend compte que, en très grande majorité, ce sont des prairies. C'est-à-dire que les vaches mangent très bien, mais c'est pas vous qui vous nourrissez directement en conséquence, puisque ce sont avant tout donc les fourrages qui priment localement. Et une autre manière de penser les choses, c'est le maraîchage, par exemple. Dans leurs données, là, c'est 0%. Donc, qu'est-ce que vous mangez avec cette occupation du sol? D'où vient votre alimentation? Sachant que demain, énormément de lieux pourront servir, et servent déjà ailleurs, pour produire. Et c'est ce que l'on appelle l'agriculture urbaine en particulier, mais pas seulement, avec comme idée que les toitures, demain, serviront à faire de l'agriculture. À Nantes, vous avez la ferme des 5 Ponts qui est sur un toit d'immeuble. Ça peut être là aussi, on retrouve la technologie, ce qu'on appelle l'agriculture high-tech, indoor. Indoor, c'est en milieu fermé. C'est par exemple Agricool qui à Paris avait mis en place un container dans lequel on produisait des fraises.
Ils ont levé des millions d'euros et, bon, ils ont mis la clé sous la porte. C'est un détail. Le modèle économique n'est pas encore très finalisé. Mais il y a plein de ces exemples-là qui existent. Et notamment, vous avez la principale entreprise en France qui fabrique des LED, qui a déjà ouvert 3 fermes où justement ils expérimentent leurs ampoules pour pouvoir mieux répondre encore à cette demande qui en France n'est pas encore très présente, mais qui est très présente déjà aujourd'hui, par exemple, dans le monde asiatique. Et puis, vous avez du sous-sol. J'avais emmené des étudiants voir des endives produites dans des sous-sols d'un immeuble parisien, immeuble social, et au sous-sol, c'était une ferme, en fait. Donc tout est possible. Toujours avec cette idée, grâce notamment à l'évolution de la technologie, on peut trouver des solutions pour pallier l'absence de terre. Est-ce le devenir ? C'est une question. Sachant que ça pose globalement, ça interroge sur la capacité aussi des acteurs politiques. Pour moi, les questions agricoles sont avant tout et fondamentalement politiques. Et donc, quelles sont les marges de manœuvre que peut avoir ce monde politique par rapport à ces questions, à ces réflexions, sachant que je vous ai mis, si on cible les villes, il y avait eu un article là-dessus, la politisation de l'agriculture périurbaine en France. On se rend compte qu'il y a une longue histoire d'amour et de désamour entre le monde politique et ce monde agricole, notamment autour des questions des terres agricoles. Toutes les villes, et ici ça n'échappe pas à cette logique, toutes les villes sont construites sur des terres agricoles, sur d'anciennes terres agricoles. Qu'est-ce qu'on veut demain ? Même chose, j'avais fait conférence sur se loger ou se nourrir, faut-il choisir ? La question, elle est là aussi. Donc comment le monde politique va-t-il orienter sa stratégie ? Est-ce qu'il va, de la protection de ce foncier à sa valorisation, est-ce qu'il va réfléchir, comment va-t-il réfléchir dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme ? Que ce soit le PLU, le SCOT, le PLUM, alors PLUM c'était pour Nantes en particulier, mais dans ces documents d'urbanisme, comment est traitée la question agricole ? C'est là où on a vu émerger quelques termes un peu originaux. Dans le SCOT de Rennes, on vous parle des champs urbains. Dans un certain nombre de SCOT, on vous parle d'agriculture durable. Légalement, il n'y a pas de définition. Pour les juristes, l'adjectif, c'est une zone A. Alors AD, petit d, pour durable, mais il n'empêche que ça peut être cassé, on peut faire évoluer les choses, voire éventuellement, vous voyez, le SCOT de Lorient, il s'en était pas vraiment rendu compte d'ailleurs, il parlait des terres alimentaires. Et j'avais fait un article il y a, 15 ans à peu près maintenant, justement, sur le foncier alimentaire. De dire, au monde politique, si vraiment, ou aux citoyens même, en règle générale, si vous leur parlez de foncier agricole, ils vont vous dire, de toute façon, des terres, on en a en France. Regardez ici où sont les élevages, etc. C'est très proche. Donc, on n'a pas à se poser de questions. Nous, on n'a pas à intervenir, obligatoirement. Alors même que d'autres vont plus être se mobiliser, comme par exemple ici, sur le secteur, avec ce PEAN, ce périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, pour ça qu'on met PEAN, ça va plus vite, ce PEAN littoral de la presqu'île guérandaise, qui vient en plus d'être élargi. Puisqu'on a 2446 hectares qui sont protégés. Et toutes ces réflexions sur le zéro artificialisation nette, je suppose que vous en avez entendu parler. Le Sénat vient de sortir un petit rapport où il dit que on n'en a pas besoin. S'accommoder, quelle stratégie avec ces espaces agricoles ordinaires,
ça oblige à se poser la question de quelle est la nature de ce que vous mangez, d'une certaine manière, ce qui est produit et ce que vous mangez, hein, avec une approche, je dirais, assez intéressante, c'est l'agriculture conventionnelle ou l'agriculture biologique. Est-ce qu'il faut obligatoirement opposer les deux? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes possibles? La question est ouverte, sachant que vous êtes sur un territoire qui est intéressant dans ce cadre-là. Il y en a plutôt beaucoup. Troisième idée, produire. Produire pour se nourrir. Quels agriculteurs pour quels exploitations? Les exploitations sont de plus en plus grandes. Il y a toute cette problématique autour du renouvellement du monde agricole qui est une vraie question qui se pose et qui est fondamentale pour demain. Si demain on n'a plus d'agriculteurs, obligatoirement tout ce que l'on va manger va être importé, avec les limites que l'on peut avoir à l'esprit, sachant que la Chambre d'agriculture avait fait un travail auprès des agriculteurs locaux qui mettaient en évidence que ici, vous n'avez pas à vous embêter, à vous inquiéter, il n'y a pas de déprise agricole. C'est-à-dire que quand un agriculteur part à la retraite, il est remplacé. Plutôt bien. Donc, c'est intéressant. Alors, quelles pratiques, quels légumes aussi? Des légumes qu'il faut et qui sont généralement mis en avant dans tous les projets de développement de l'agriculture par notamment les politiques, par des intercommunalités. Alors, je vous ai mis légumes, quelle exploitation. Le bassin maraîcher nantais, hyper spécialisé, un maraîcher, 800 hectares, c'est encore un maraîcher. C'est pas le même modèle. Donc, est-ce que c'est ce type de modèle que l'on veut? L'autre où j'ai pas le temps. Des espaces tropicales ou méditerranéens, de plus en plus, on innove. On va chercher dans les pays justement tropicaux ou méditerranéens ce qui fonctionne bien pour venir faire des tests, adapter ces variétés dans nos terroirs. On mangera beaucoup plus de production africaine, par exemple, demain, ou dans 20 ans, 30 ans, par exemple. Et l'élevage, la question de l'élevage dans les territoires, quelle acceptabilité sociale pour cet élevage? Est-ce que vous acceptez qu'il y ait un élevage juste derrière chez vous, dans votre jardin, par exemple, avec l'idée qu'il faut demain, il y a toute cette opposition entre ces élevages industriels et les élevages beaucoup plus extensifs. Donc quel modèle d'élevage veut-on privilégier, sachant que ici vous avez notamment la problématique de la gestion des prairies humides. Et pour gérer ces prairies humides, on a besoin d'élevage extensif. Transition alimentaire, c'est de se dire que globalement, il faut changer le contenu de son assiette. Sachant que depuis, les années 60, on a fait d'énormes progrès en termes de production générale, de céréales ou autres. On a fait énormément de progrès qui expliquent la diminution quand même de la faim dans le monde, a priori. Et pourtant, avec des échanges de plus en plus, une empreinte alimentaire qui est de plus en plus forte. C'est-à-dire que on se rend compte que la France, elle a les terres, mais elle exporte bien sûr, mais elle importe de plus en plus, notamment ce qui peut servir à l'alimentation de tous les jours, en particulier donc des fruits et légumes. Donc ça aussi, ça interroge. Gros producteurs, les producteurs arrêtent, les exploitations ne sont pas reprises, ça pose question, mais en tout cas, on n'a pas à s'inquiéter. Dans nos assiettes, on a toujours ces fruits et légumes. Donc s'adapter, l'idée était de dire au départ, va falloir qu'on fasse une transition nutritionnelle. Donc c'est qu'est-ce que l'on mange, qu'est-ce que ça apporte comme caractéristiques pour... Alors là aussi, en lien avec la conférence précédente, ce que au niveau international, on appelle l'homo economicus. C'est-à-dire que dans les instances internationales, on pense l'homme avant tout comme un homme économique. C'est-à-dire, c'est un travailleur. Sinon, elle n'intéresse pas. Donc, par rapport à ces idées, l'objectif est de mettre en avant des régimes alimentaires durables. Et donc, ça oblige à modifier, je dirais, un certain nombre d'éléments et de mettre en avant, notamment, faire remonter le végétal, notamment les légumineuses, dans les régimes alimentaires et moins de produits carnés.
c'est dans un deuxième sens, se poser la question de l'acceptabilité culturelle. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans la modification de votre régime alimentaire? Un petit dessin que je trouvais assez sympathique. Donc un régime moins carné, ça libère un certain nombre de fonciers utilisés pour des prairies, mais est-ce qu'on ne pourra pas le faire en totalité, de toute façon, puisqu'il faut conserver de l'alimentation, des produits animaux de toute façon dans les régimes alimentaires. Pas la même viande, pas dans les mêmes quantités, etc. Mais il faut continuer à en consommer. Et autre remarque, pas les insectes pour les Européens. Ça reste encore un gros frein. Il y avait une usine qui s'était créée vers Toulouse et qui a fermé. Et demain, les steaks 3D, est-ce que vous êtes prêts à manger des steaks faits par une machine à partir d'une molécule de viande? Question. S'adapter, on est, je pense, dans des logiques, des enjeux de survie, même si le terme n'est que rarement utilisé. Par ailleurs, j'avais aussi écrit un papier sur l'urgence écologique et en quoi on croise ça avec les questions alimentaires, en particulier. Et pour contrer un peu les points négatifs que j'évoquais, c'est se dire on peut aller vers une agriculture plus citoyenne, entre guillemets. Citoyenne avec justement le renouveau d'une agriculture peut-être de plus petite taille, encore que, mais avec des fonctions nourricières, pédagogiques et culturelles. Un agriculteur, c'est pas simplement il produit des produits agricoles, il produit bien d'autres choses aussi, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut que l'on travaille. Et quand les citadins s'investissent dans leur alimentation, vous participez peut-être vous-même, localement. Alors on avait fait cette carte pour l'Atlas social de Nantes sur justement la localisation des producteurs qui livrent les AMAP de Nantes Métropole, pour montrer un peu la diversité et l'éloignement géographique, c'est quoi la notion locale. Et donc les AMAP, c'est aussi éventuellement un des actes que tout citoyen peut avoir pour justement se réapproprier son alimentation. Et enfin, il y a aussi les architectes. Autour de ce que Pierre Donadieu appelle l'agri-urbanisme, c'est finalement où sont les lieux physiques, les commerces, quel type de commerce, les marchés, etc., avec tout un renouveau des marchés, les marchés de plein vent, ces dernières années. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est bien une logique transversale, systémique, parce que ça couvre en fait une diversité de mondes. Et enfin, se nourrir, c'est les jardins nourriciers. Alors là, il y a une opération ici, localement, qui est vraiment intéressante. C'est aussi, moi, individu, je mets les mains dans la terre et toutes les questions qui se posent autour de niveau de vie des populations. Que fait-on pour les populations défavorisées? Alors, j'ai été un peu étonnée, vous voyez, presqu'île, pauvreté en presqu'île, il y en a pas beaucoup. Il y en a moins qu'ailleurs dans le département, mais il y a quand même toutes ces réflexions qui existent et qui sont montées en puissance ces 3 dernières années sur, quand on dit se nourrir, il y a vraiment la question d'une alimentation saine, juste, de qualité pour les populations notamment défavorisées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui très, très important. Et donc, pour finir, c'est 3 éléments. Quand on dit se nourrir, c'est comment aller vers une bio-agriculture et un élevage qui va être attentionné. Alors, je ne sais plus quel chercheur avait mis cette expression, mais je trouvais que ça reflète les attendus qu'on peut avoir aujourd'hui. Quels sont les leviers d'action donc des politiques? Il y en a, mais pas forcément dans tous les domaines où il faudrait qu'il y en ait. Et quelle acceptabilité sociale le frein au changement. On repensait à la communication de ce matin. Les projets alimentaires territoriaux. Ici, localement, vous avez un projet territorial alimentaire, Presqu'île Brière Estuaire, signé en 2021, qui met déjà en avant tout un certain nombre de démarches, notamment à destination de la restauration collective, parce que si on veut toucher des gens, par rapport à l'avenir, les jeunes, et notamment les jeunes enfants, sont véritablement à cibler.
Et enfin, une transition qui doit être éventuellement même un projet de société. Donc, individuellement, j'agis, mais collectivement, comment je construis mon objectif. Et donc, c'est ce que je mets à la fin. Le citoyen, acteur majeur de la transition du système alimentaire. Vous avez les cartes en main. Ne jamais oublier que l'alimentation, c'est un but et un vote aussi. Merci. Merci. Ce que je vous propose, c'est de demander à Gérard Massé de nous rejoindre. Gérard. Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça, moi ? Ah bah ça, j'en sais rien. C'est pour ça qu'on t'invite. Hein. C'est pas moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Reste avec nous. Oui. Madame a parfaitement bien balayé tous les aspects du problème. Maintenant, moi, je suis donc Gérard Massé, je suis éleveur de poules pondeuses en bio à Piriac-sur-Mer. Donc, effectivement, je commercialise en circuit court. Donc, ça rejoint effectivement un certain nombre de préconisations qui ont été faites. Oui. Dans le micro, ouais. Donc, moi, j'avais noté quelques aspects, mais qui sont effectivement que tu as déjà abordés sur les aspects fonciers, effectivement. En presqu'île irlandaise, le payant, effectivement, a été une avancée, mais pour une surface limitée, malgré tout. Et il faut savoir aussi que quand on protège aussi, on rajoute des contraintes. Donc, il faut savoir que dans les payants, c'est très difficile de... Est-ce que vous voulez bien nous rappeler ce que c'est que le payant ? Périmètre environnemental, agricole et naturel. Et donc, c'est un périmètre de protection, mais effectivement, qui a aussi ses contraintes, à savoir quand vous avez besoin de construire des bâtiments agricoles ou un logement de fonction, etc., c'est compliqué, quoi. Ça se fait, mais c'est compliqué, quoi. Donc, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'effectivement, en presqu'île, ça a été évoqué un peu en filigrane tout à l'heure, effectivement, il y a un peu moins de pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de richesse. On a un terrain de jeu qui est plutôt sympa en matière de circuit court, de vente directe. Un public plutôt un peu plus fortuné que la moyenne. Et aussi, sans doute aussi intéressé aussi par une offre qui est relativement abondante. Énormément d'installations ces dernières années, surtout en maraîchage. Et puis, effectivement, je peux constater effectivement une reprise des exploitations qui se fait plutôt pas trop mal, même si, à mon grand regret, beaucoup des terres sont allées à l'agrandissement plutôt qu'à l'installation. Ça reste un vrai sujet. Mais il y a quand même, malgré tout, une dynamique locale portée par les circuits courts. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire autrement ? Est-ce que vous projetez dans ces modèles d'évolution, de transition, alors d'un côté technologique ou plutôt agro ? Alors moi, après avoir été longtemps un conventionnel, je suis un repenti. Donc, je suis passé en bio en 2009. Donc, j'ai connu toutes les étapes. Ce qu'on peut dire effectivement actuellement, c'est que l'ambiance est pas terrible dans le milieu. L'année qu'on vient de passer a été mal vécue par pas mal de collègues dans pas mal de domaines, que ce soit les céréales, que ce soit l'élevage, etc. Donc l'ambiance est morose, quoi. Alors après, c'est vrai que on en a vécu d'autres. Je suis assez vieux pour en avoir vécu d'autres, mais c'est vrai que c'est aussi, on a des modèles qui sont sans doute de moins en moins résilients. Enfin, les modèles dominants sont de moins en moins résilients. On est sur des structures toujours plus grosses, toujours plus chères, toujours plus intégrées aussi. Et donc, forcément, on a beaucoup moins de marge de manœuvre que sur des modèles, que la Confédération paysanne, dont je suis un des membres, prône, c'est-à-dire une agriculture de taille moyenne, avec une main-d'œuvre abondante. C'est ça là aussi la caractéristique de la bio, c'est une agriculture qui emploie de la main-d'œuvre. On est dans un système qui est beaucoup plus résilient, mais qui, effectivement, depuis quelques années, quand même, a subi quelques revers avec ce qu'on a appelé la crise du pouvoir d'achat. Baisse du bio. La baisse du bio. Baisse de la consommation. Baisse de la consommation. C'est tellement vrai qu'il y a des collègues qui, au bout de quelques années, sont en train de se poser la question de repasser en conventionnel, parce que c'est mieux payé en conventionnel qu'en bio. Ben oui, mais... Il y a on rejoint des problèmes politiques, etc. Quand on voit le soutien à la bio par rapport au soutien conventionnel, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est peanuts. On est vraiment dans des trucs qui sont, c'est infamant, quoi. Là, on rejoint le rôle du politique, quoi, c'est clair. Et le poids de la FNSEA aussi dans la décision
Bien sûr. de tous les politiques depuis plus de 60 ans. Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 2 questions du public, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ne pas prendre de questions du public, je trouverais ça vraiment très dommage. Attention, parce que j'ai essayé d'être juste sur les gens qui lèvent la main et dans l'ordre dans lequel ils lèvent la main, et tout de suite ici. Moi, je voudrais revenir effectivement sur le foncier et sur le problème du foncier agricole, parce qu'effectivement, le problème, on sait effectivement dans les 10 ans, il y a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite et qu'il y a un réel problème pour reprendre. Mais moi, je voudrais, parce qu'on voit émerger des grands groupes financiers qui commencent à acheter des terres. Et là, je voudrais que vous nous éclairiez effectivement sur ce phénomène, parce que j'ai l'impression qu'ils vont acheter des terres, ils vont mettre des salariés, et que le problème va se résoudre comme ça. Mais je me trompe peut-être. Mais vous avez entièrement raison, ce sont ce qu'on appelle les sociétés civiles, c'est-à-dire des actionnaires qui vont composer une société, qui vont reprendre une exploitation. Alors, ça avait été, je dirais que c'est une pratique qui est ancienne. Regardez dans les vignobles, notamment les vignobles prestigieux, des Chinois, il y en a, mais ça date pas d'hier. Il y a longtemps qu'il y a ça. En fait, la question, elle avait été vraiment... ça avait fait scandale à l'époque, 2017. Une société dont, avec un actionnaire majoritaire qui était... minoritaire, mais juste en dessous, qui était un Chinois. On n'arrête pas de dire du mal des Chinois, je trouve, quand même. Mais, et qui avait repris 1700 hectares en Eure-et-Loire. Et quelques années plus tard, 2-3 ans après, ils avaient repris une exploitation de 2400 hectares, aussi dans le même secteur, dans le Loiret. Et on avait crié au scandale. On ne s'était pas vraiment posé la question auparavant. C'est pas illégal. Il y avait une faille juridique. Alors, il y avait une faille juridique. C'est pour ça que je dis c'est pas illégal. Il y avait une faille juridique, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas obligés. En fait, ils créaient une structure avec le cédant, ouais. Et en général une EARL. Et le EARL, donc le paysan qui partait, cédait 99,9% de ses parts à la société qui achetait, mais gardait une part. Donc, il n'y avait pas de cession totale de l'actif. Voilà. Et donc, c'était même pas obligé de passer au SAFER. Donc, depuis, ça a été corrigé. Mais c'était... il a corrigé, enfin bon. Il fallait un peu la complicité du notaire aussi. Mais dire que c'était parfaitement légal et c'était vraiment une faille béante. C'est une faille qui est réglée. C'est pas vraiment complètement réglé malgré tout. Ok. Et par rapport par rapport au foncier, il y a des collectivités qui achètent du foncier aussi. La ville de Toulouse vient d'acheter, je crois, c'est 1000 hectares. 1000 hectares, je crois. Toulouse vient d'acheter 1000 hectares. J'ai entendu ça le jour sur France Inter, la tête au carré. 1000 hectares. Il y a une autre collectivité de la région parisienne aussi qui a acheté une exploitation maraîchère pour nourrir ses cantines scolaires. Et effectivement, là, c'est autre chose. Mais ils veulent sécuriser leur approvisionnement de cantines scolaires et ils achètent des terres, effectivement. Et ils mettent des salariés. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui existe depuis le milieu des années 2010. Où des collectivités vont acheter des terres pour justement qu'elles ne partent pas à l'agrandissement en particulier, et pour pouvoir ensuite installer éventuellement des agriculteurs. À côté de Lille, il existe ce qu'on appelle la zone maraîchère de Wavrin, où vous avez donc la métropole de Nantes, la MEL, qui a justement... racheté une partie des terres, il y avait une partie c'était le département, etc., et qui ont installé 9 maraîchers bio sur cette zone en particulier. Donc ça, c'est une pratique un peu plus ancienne et il me perturbe. Une pratique un peu plus ancienne et qui effectivement vise à sécuriser un certain nombre d'exploitations. Ça peut être comme juste à côté, à la Carène, où ils ont racheté une exploitation laitière qui ensuite a été cédée à deux exploitants. Donc ces pratiques-là existent, elles existent déjà. Alors pourquoi ces sociétés civiles en particulier ? On s'est bien rendu compte, moi je suis persuadée, il y a 2 grandes questions pour demain qui vont se poser par rapport aux entrées agricoles et donc sur notre alimentation. Un, c'est le foncier. C'est flagrant,
Même si demain, vive le changement climatique. Une fois que la Sibérie sera complètement dégelée, on va pouvoir produire. Ne pas oublier ça. Certains y pensent, hein, déjà. Et deuxième grande problématique, c'est l'eau. Une fois que vous avez dit ça, vous avez posé beaucoup de problèmes, beaucoup d'éléments à prendre en considération. Et pour ces sociétés civiles en particulier, d'acquérir le foncier, d'une certaine manière, c'est s'assurer que ce qui va être produit, éventuellement, va être réexpédié dans leur pays. C'est ce que l'on appelle l'accaparement des terres, par des entreprises, par Bolloré à des terres en Afrique, je ne sais plus combien, par des pays, etc. Et puis, c'est aussi, en Europe, les terres agricoles, c'est intéressant. Hein. Quand vous achetez du foncier agricole, vous achetez une rente aussi, puisqu'il y a les aides de la PAC, la politique agricole commune dessus. Alors après, aussi. On peut acheter du foncier aussi citoyen. Il y a terre de liens, passeurs de terre, et des structures de ce type qui permettent à des citoyens désireux d'aider des paysans à s'installer, d'acheter des fermes. Hein. Donc terre de liens, effectivement, c'est des terres qui sont en bio, qui seront converties en bio. Passeur de terre n'a pas tout à fait les mêmes contraintes. Mais il faut savoir que si vous avez de l'épargne et vous voulez la mettre dans... Alors, comme l'a dit Christine, c'est un investissement sur le long terme, mais c'est effectivement aussi une façon de prendre ses responsabilités en matière d'alimentation et de projets à long terme agricoles. Merci à vous deux, merci beaucoup.